Bonjour à tous, bienvenue à ce nouveau webinaire de la Fondation Alzheimer. Alors aujourd'hui, nous sommes à Lille en fait, dans la mesure où le congrès mondial sur les démences frontotemporales, une maladie apparentée à la maladie d'Alzheimer, est en train de se dérouler en France avec plus de 600 participants venus du monde entier. Donc nous faisons notre séminaire de là-bas. Alors aujourd'hui, on va attaquer un point alors, qui est un petit peu sur le plan théorique un peu compliqué, mais qui va vraiment au cœur de ces maladies dites neurodégénératives ou neuroévolutives, c'est les protéines toxiques. Alors vous savez tous qu'on a malheureusement, lorsqu'on développe une maladie d'Alzheimer, c'était les premières descriptions d'Alois Alzheimer en 1906, une accumulation de petites structures qui sont composées de protéines dans le cerveau chez les patients atteints de maladie d'Alzheimer. Et on sait maintenant aujourd'hui qu'il s'agit de protéines qui ont un rôle toxique sur nos neurones et qui amènent justement ces troubles des fonctions intellectuelles et cette maladie. Et on va donc aller voir de très près ces protéines et voir un peu comment ça se passe dans le cerveau. Est-ce que notre cerveau ne serait pas peut-être capable d'éliminer ces protéines de lui-même? Donc vous verrez que c'est une conférence qui sort un peu des sentiers battus, mais vous allez voir que très rapidement, on va revenir et dans la prévention et dans la compréhension de ces affections. Donc le titre de ce séminaire, c'est « Comment notre cerveau élimine-t-il les protéines toxiques qui s'accumulent ?» Alors pour ça, on va être trois aujourd'hui à vous parler de ce sujet. Le premier, c'est le professeur Denis Vivien. Professeur Denis Vivien est professeur à l'université et à l'hôpital de Caen et il dirige l'Institut Sang et Cerveau dans le cadre également d'une unité INSERM. Nous aurons également Marie-Claude Potier qui interviendra en dernier. Le docteur Potier est directeur de recherche au CNRS, à l'Institut du cerveau et de la moelle, où elle dirige depuis un certain nombre d'années une équipe qui justement s'intéresse à ces protéines toxiques. Et enfin, j'interviendrai entre nos deux principaux intervenants. Je vous parlerai d'un autre sujet qui est extrêmement lié à ces deux-là, et donc Philippe Amouyel, directeur de la Fondation Alzheimer, mais également professeur de santé publique au CHU de Lille. Donc sans plus attendre, je vous propose que l'on commence et je demande à Denis, au professeur Denis Vivien, de nous rejoindre sur scène. Donc, bonjour à tous. Moi, je vais vous parler du système lymphatique ou le système qui gère en fait les flux de liquide céphalorachidien au niveau cérébral. Et ces flux de liquide céphalorachidien sont directement impliqués dans un mécanisme qui permet de nettoyer le cerveau, éliminer du cerveau ces protéines qui s'accumulent dans certaines pathologies, en particulier dans la maladie d'Alzheimer. Et donc, ces protéines du liquide céphalorachidien sont produites par un certain nombre de cellules du cerveau, et en particulier par les cellules des plexus choroïdes. Plusieurs types cellulaires qui produisent ces cellules. Donc, les cellules des plexus choroïdes, qui sont des cellules qui baignent dans une structure cérébrale qu'on appelle les ventricules. Et ces cellules sont à l'origine de la production du liquide céphalorachidien. Et ce liquide céphalorachidien, il va ensuite s'épandre dans d'autres structures, d'autres ventricules cérébraux, et enfin dans des espaces qu'on appelle les espaces arachnoïdes. Et ce liquide céphalorachidien va entourer l'ensemble du cerveau dans lequel le cerveau va baigner. Et ce liquide céphalorachidien va ensuite pouvoir rentrer dans le cerveau lui-même, dans les structures cérébrales, pour jouer son rôle de drainage des protéines qui s'accumulent dans certaines maladies, en particulier dans la maladie d'Alzheimer. Donc, vous avez à la gauche de la diapositive une artère qui est visualisée ici en rouge. Et en fait, le liquide céphalorachidien va circuler en périphérie de cette artère dans des espaces qu'on appelle les espaces périartériels ou périvasculaires. Et ce flux de liquide céphalorachidien, donc périartériel, va ensuite diffuser, donc de la gauche de la diapositive vers la droite de la diapositive, vous avez cet espace en bleu qui est en fait une veine, et autour de la veine, on a un espace périveineux. Et ce flux de liquide entre l'espace périartériel en rouge et l'espace périveineux en bleu,
va être capable, en traversant les tissus cérébraux, de diffuser, et en diffusant dans le parenchyme cérébral, d'entraîner un certain nombre de déchets qui sont le produit du fonctionnement cérébral, le produit du fonctionnement neuronal, et en particulier ces protéines amyloïdes qui s'accumulent dans la maladie d'Alzheimer, mais également d'autres déchets, toxines du cerveau, pour les éliminer de l'espace cérébral et de la boîte crânienne. Donc là, vous avez une autre façon de représenter ce que je vous ai dit. Donc sur les espaces enfin les structures cérébrales que sont les plexus choroïdes qui produisent ce liquide céphalorachidien, le cerveau va ensuite baigner dans ce liquide céphalorachidien. Ce liquide céphalorachidien va être drainé, ce que vous voyez à gauche, dans ces espaces périartériels, diffusé dans le parenchyme cérébral pour être éliminé dans les espaces périartériels et dans le système lymphatique. Et là, il va entraîner un certain nombre de composés que sont ces composés toxiques. Et donc, ces espaces-là, pendant très longtemps, ils ont été considérés comme des artefacts, puisque si on faisait de l'histologie du cerveau, et même en IRM, on voyait des espaces qu'on a appelés les espaces de Virchow-Robin, qui ont été très longtemps considérés comme des artefacts liés à l'histologie ou à la visualisation par IRM. Donc, ils sont connus depuis très longtemps. Et en fait, ce sont des structures qui jouent ce rôle d'espace dans lequel ce liquide céphalorachidien va passer. Et donc, ce système de flux de LCR dans lequel le cerveau baigne est considéré comme étant l'éboueur de notre cerveau, et il va chaque jour jouer le rôle d'élimination des déchets. Et on voit bien sur ces images que si des déchets s'accumulent, eh bien très vite, la vie devient difficile. C'est pareil pour le cerveau. Très, très vite, le fonctionnement cérébral devient énormément perturbé. On voit ici ces voitures qui ne peuvent plus circuler lorsque les déchets s'accumulent. Eh bien, les informations qui sont transmises par les neurones, de la même façon, ne vont pas pouvoir circuler si les déchets s'accumulent. Il est possible de visualiser ces flux de liquide céphalorachidien en IRM. Donc, ce que l'on peut faire en imagerie cérébrale, donc vous avez des images à gauche et en haut à droite sont des images obtenues chez la souris. Les images en bas à droite sont des images obtenues chez l'homme. Il est possible, en injectant un traceur qu'on appelle le gadolinium, qui permet de faire ces hyposignaux, donc ces marques blanches en IRM, on injecte directement le gadolinium dans le liquide céphalorachidien, dans les ventricules, et on peut mesurer, suivre en temps réel, chez l'animal vivant et chez l'homme vivant, ces flux de LCR dans ces espaces périvasculaires, dans ces espaces, le drainage dans le parenchyme cérébral. Donc, il y a maintenant des techniques qui permettent chez l'homme et chez l'animal de visualiser en temps réel, par IRM, ces flux de liquide céphalorachidien en injectant directement un agent de contraste dans les ventricules. C'est ce que vous pouvez voir ici sur ces images. Et on voit en fonction du temps, en fait, le LCR qui va baigner le cerveau et qui va s'infiltrer dans le parenchyme cérébral. En utilisant ces différentes techniques, il est possible de quantifier ces flux de liquide céphalorachidien. Et là, ce sont des études qui ont été réalisées chez des animaux jeunes et âgés, et avec une drogue qui est capable de bloquer en fait ces flux de LCR qui sont liés à la diffusion de l'eau et de canaux qui sont perméables à l'eau dans le cerveau. Et on voit qu'au cours du vieillissement, eh bien, cette capacité de drainage du cerveau par ce liquide céphalorachidien est directement affectée avec l'âge, c'est-à-dire chez les animaux âgés, eh bien, ce mécanisme de système déboueur du cerveau est beaucoup moins efficace. Donc là, ce sont des études qui ont été publiées par un groupe américain qui montre en fait chez des cerveaux jeunes, donc le panel C à gauche, des animaux d'âge moyen et des animaux âgés à droite. Eh bien, en fait, on peut regarder l'efficacité de drainage du cerveau par ces couleurs chaudes. Et vous voyez très bien que plus l'âge avance, plus l'efficacité de drainage du liquide céphalorachidien est moins efficace. Et si on regarde
en parallèle, en injectant du peptide bêta-amyloïde directement dans les structures cérébrales, eh bien, on voit que chez les animaux jeunes, l'efficacité, l'élimination de ce peptide bêta-amyloïde est très efficace et que cette élimination du peptide bêta-amyloïde diminue avec l'âge, donc en corrélation avec cette moindre efficacité de lavage du cerveau par le LCR, eh bien, il y a une moindre efficacité d'élimination de ces protéines toxiques au cerveau et en particulier le peptide bêta-amyloïde. Ce qui est intéressant, c'est que pour faire le lien avec la présentation suivante, c'est que ces flux de LCR sont directement dépendants du sommeil. Et en fait, plus dans le contexte où un animal ou un humain dort, eh bien, les flux de liquide céphalorachidien sont beaucoup plus efficaces. Et donc, l'élimination de ces protéines toxiques, de ces déchets du cerveau, est plus efficace au cours du sommeil. Et ceci est très important puisqu'on sait que des modifications, des perturbations du sommeil vont avoir un impact sur un certain nombre de maladies neurodégénératives, comme en particulier la maladie d'Alzheimer. On sait également que le sommeil est souvent affecté au cours du vieillissement cérébral. Et donc, si on est un peu finaliste, eh bien, on peut penser que le sommeil devient nécessaire et c'est un événement important pour éliminer ces toxines, pour éliminer les déchets du cerveau, comme l'image de tout à l'heure que j'ai présentée où les éboueurs vont passer la nuit pour éliminer tous ces déchets dans la ville. De la même façon, les flux de LCR vont éliminer ces déchets du cerveau au cours du sommeil. Et il a même été montré que la position pendant le sommeil avait un impact direct sur l'efficacité de ces flux de liquide céphalorachidien. Donc, on a pu étudier, toujours chez l'animal, toujours en IRM, avec cette technique où on injecte un agent de contraste dans les ventricules, dans le liquide céphalorachidien. Et vous voyez ces signaux blancs qui traduisent ces flux de LCR chez l'animal. Eh bien, on s'aperçoit que chez les animaux très jeunes, l'efficacité de ces flux de LCR est moindre. Elle augmente au cours du neurodéveloppement, du développement du cerveau pour devenir optimale chez l'animal adolescent, adulte. Et à nouveau, ces flux de LCR vont diminuer en efficacité au cours du vieillissement. Et donc, vous voyez très bien que si je fais le lien avec le sommeil, chez les très jeunes enfants, les bébés dorment beaucoup et peut-être qu'une des raisons, c'est que leur système de drainage du cerveau est moins efficace. Et au moment du développement, de la mise en place du cerveau chez le jeune enfant, eh bien, il y a nombreux déchets présents parce que le cerveau est en train de se structurer, de s'organiser. Il faut éliminer ces déchets et le liquide, les flux de LCR doivent être très efficaces pour éliminer ces déchets. Et donc, il y a une relation directe entre efficacité de ce lavage du cerveau des toxines, de ces flux de LCR, avec le développement, le neurodéveloppement, la phase de développement du cerveau et dans des phases de vieillissement où ce système devient moins efficace. Et donc, on est maintenant en mesure de suivre ces processus de manière très fine en injectant dans le liquide céphalorachidien des agents de contraste qui, à ce moment-là, vont être de tailles différentes. Et selon la taille de ces agents de contraste, on va être capable de visualiser ce qui se passe dans les espaces périartériels, la diffusion passive dans les parenchymes cérébrales, ainsi que les voies d'élimination. Et on est capable, c'est ce qu'on fait actuellement au laboratoire, avec des agents de contraste de différentes tailles, de suivre les différentes voies d'entrée, de diffusion et voies de sortie de ce liquide céphalorachidien dans le cerveau en fonction de différents paramètres, en particulier en fonction du vieillissement cérébral et de pathologies comme les pathologies neurodégénératives. Donc, l'ensemble de ce que je vous ai présenté est réalisé en partie dans mon laboratoire. J'ai présenté également des travaux d'autres laboratoires de par le monde qui démontrent, en gros, que ces flux de LCR dans le cerveau pour lesquels on n'avait pas jusque-là réellement de fonction physiopathologique jouent un rôle majeur dans l'élimination des déchets du cerveau, avec le sommeil qui est un élément clé de l'efficacité de ces flux de LCR. Merci beaucoup, Denis. Désolée pour les soucis de logistique. On a tout tenté, mais malheureusement, ça n'a pas fonctionné. Alors, bonsoir à tous. Je vous rappelle que si vous
voulez poser vos questions à nos experts, n'hésitez pas à le faire dans l'onglet questions. Merci beaucoup, Denis, pour cette présentation. Je pense que c'est extrêmement intéressant de comprendre que finalement, il existe un système pour permettre à ces protéines finalement d'être éliminées. Et comme vous l'avez mentionné, des choses entre guillemets toutes simples comme le sommeil permettent finalement à ces protéines de s'éliminer par le drainage. On a une question, alors forcément, vous avez parlé des positions qui sont les meilleures pour éliminer les protéines. Donc la question toute trouvée, c'est mais quelle est cette position idéale ? Alors, il semblerait que, d'après les études qui ont été faites chez l'animal, que la position idéale pour le bon fonctionnement des fluides liquides céphalorachidiens serait la position sur le dos. Voilà. Alors après, il n'y a pas d'études qui ont été réalisées chez l'homme pour essayer de définir quelle était la meilleure position. En tout cas, chez l'animal, il semble que la position allongée sur le dos soit la position par laquelle ces fluides de LCR sont le plus efficaces, en tout cas pour le drainage des protéines du cerveau. Et ce qu'il a été montré, en fait, c'est que clairement, la position allongée permet un meilleur fonctionnement des flux de LCR comparé à la position debout. Donc, ne dormez pas debout pour avoir un bon fonctionnement du liquide céphalorachidien. Denis, si je peux intervenir, parce que moi j'en parle un petit peu aussi, mais j'ai trouvé un papier de 2015 où chez le rat, ils ont montré que c'est la position sur le côté, ni sur le dos, ni sur le ventre, mais c'était sur le côté chez le rat en tout cas. Le côté chez le rat, oui. L'étude que j'avais montrée, c'est sur le dos chez la souris. Alors voilà, je sais. On l'a pas encore fait chez l'humain, mais voilà quoi. Sur le ventre, ça n'a pas l'air terrible quand même. Voilà, c'est ce qu'on peut dire. Alors, on a une autre question qui n'a rien à voir avec le sommeil. Bernard nous demande, est-ce qu'un méningiome peut perturber en fait les flux ? Alors, bon, je ne peux pas répondre directement pour savoir si un méningiome directement peut perturber les flux. Par contre, ce que je peux dire, c'est que toute perturbation des flux sanguins dans le cerveau doit avoir un impact sur les flux de LCR, puisque les flux de LCR sont dans des espaces périvasculaires. Donc les routes utilisées par le LCR pour ce drainage est complètement dépendant de ces espaces périvasculaires et donc des artères et des veines. Alors après, ce qu'on a vu, c'est que ces espaces périvasculaires sont essentiellement au niveau des gros troncs artériels jusqu'au début des artérioles, des petites artères, et puis les espaces veineux. Donc, si il y a des malformations veineuses qui sont plutôt au niveau capillaire, ça ne devrait pas impacter plus que ça les flux de LCR dans ces espaces, mais par contre, dans le parenchyme cérébral, effectivement, on peut penser que ça les modifie. Je vais préciser quelque chose, parce que ce que j'ai montré là, c'est un peu le consensus actuel avec ce drainage dans les espaces périveineux. Il y a de plus en plus d'études qui suggèrent qu'en fait, ce drainage par les espaces périveineux n'existerait pas, mais que ce serait un flux convectif et que la voie d'entrée artérielle serait aussi la voie de sortie. Donc, c'est un peu plus difficile à conceptualiser et à expliquer que la sortie, c'est la même porte que l'entrée. Et ça serait contrôlé en fait par la fréquence cardiaque et la pulsatilité cardiaque. Donc, directement dépendant des flux sanguins. D'accord, merci Denis pour ces précisions. Alors, on a une question puisqu'on a parlé d'élimination et donc Manuel se demande mais où est-ce qu'il se retrouve finalement ces protéines toxiques une fois qu'elles sont en voie d'être éliminées ? C'est une très bonne question. C'était dans un schéma où il y avait les animations. Donc actuellement, il y a la question de l'élimination du LCR du cerveau. Donc une certaine quantité de LCR peut se retrouver drainée par les vaisseaux lymphatiques, qui sont en fait l'équivalent du système lymphatique dans le cerveau, mais en périphérie. Et il y a des vaisseaux lymphatiques qui sont à la surface du cerveau. Et donc, le LCR peut continuer sa route dans ces vaisseaux lymphatiques et être éliminé par la circulation lymphatique périphérique. Il a été également montré que les écoulements du nez étaient en fait en partie une élimination du LCR, ainsi qu'une partie des larmes.
Donc, il y a tout un niveau de preuves montrant à la fois un drainage par la circulation lymphatique classique périphérique, l'écoulement au niveau des larmes et les écoulements au niveau du nez. Donc, on pourrait imaginer que c'est là que se trouvent ces toxines. Et il y a des études, le professeur Amouyel pourra confirmer, j'espère, il y a des études qui ont dosé le peptide bêta-amyloïde dans des larmes de patients Alzheimer. Et c'est presque ce que j'ai vu, il y a un certain nombre d'études qui proposeraient que ce soit un vecteur et que ça puisse être utilisé comme biomarqueur de la maladie d'Alzheimer. Oui, on cherche en effet des biomarqueurs. Alors, ça fait longtemps qu'on sait que la composition du liquide céphalorachidien ressemble beaucoup à celle des larmes. Parce que des fois, à l'hôpital, quand on ne peut pas faire de ponction lombaire dans le temps, on faisait des dosages, en particulier pour des questions de sel ou des questions de flux, de larmes en faisant pleurer les gens avec du citron. Je me rappelle quand j'étais interne, on faisait ça. Donc, en effet, il y a ces expressions, et ce qui pose d'ailleurs un certain nombre de problèmes, parce que la voix est bidirectionnelle probablement, et voilà, ça peut faire des voies d'entrée pour certains autres produits dans le sens inverse. Mais en effet, depuis qu'on a trouvé cette voie lymphatique, j'y reviendrai en quelques instants dessus tout à l'heure, on a appris énormément de choses. C'est pour ça qu'il nous semblait vraiment important de faire cette conférence pour que vous compreniez bien un peu les mécanismes en jeu. Alors, on a une autre question qui est intéressante, c'est est-ce que la mélatonine est impliquée dans l'élimination des protéines toxiques ? Alors, je vais faire encore une réponse de Normand. Je ne sais pas si la mélatonine est directement impliquée dans l'élimination des protéines toxiques, mais si le sommeil est directement impliqué dans l'élimination des protéines toxiques, on peut tout à fait penser qu'il y a un rôle direct de la mélatonine. Il y a pas mal d'études et de discussions autour de cet impact du sommeil, et en particulier chez des personnes qui auraient un travail posté, par exemple, qui ont en fait, pour certains, ils vont avoir des cycles de sommeil complètement perturbés, des fois des cycles de sommeil différents d'une semaine à l'autre. Et ça peut peut-être directement impacter ces flux de LCR. Mais là encore, il n'y a pas de preuve forte de liens directs. C'est toujours des liens indirects. Donc, il y a de plus en plus de travaux qui regardent l'impact du sommeil chez les patients Alzheimer, par exemple. Après, c'est difficile de savoir qui est l'œuf de la poule. Effectivement. On a une question qui est en lien avec justement la circulation du LCR. Christine se demande quelle est la vitesse est-ce qu'on sait quelle est la vitesse de circulation du LCR dans l'axe antéro-postérieur ? Question difficile. Je ne pourrais pas te donner de valeur, mais par contre, c'est des flux lents. Voilà, donc c'est comparé au flux sanguin artériel, c'est beaucoup plus lent. Voilà. Et donc, ce qui d'ailleurs rend assez difficile la mesure de ces flux qui sont lents, parce qu'il faudrait utiliser des techniques, par exemple, il y a quelques études en cours, des techniques d'ultrasons ultra rapides. Donc, il faut des ultrasons ultra rapides pour voir des flux lents. Mais ce n'est pas des flux classiques de vitesse de flux artériel sanguin. C'est des flux lents. Et c'est des flux, en particulier dans le parenchyme cérébral, c'est vraiment de la diffusion presque passive. Donc, c'est des flux très, très lents. Une autre question de Jacques sur l'influence de la respiration profonde sur ces mécanismes. En particulier, il mentionne la respiration que l'on peut avoir lors de séances de yoga, mais on peut aussi imaginer la méditation. Alors, donc ce qui a été démontré dans la littérature, c'est un lien direct entre ces flux de LCR et la pulsatilité cardiaque. J'ai pas vu de lien démontré avec la fréquence respiratoire, mais là encore, il y a un lien direct entre pulsatilité cardiaque, fréquence cardiaque et réponse ventilatoire. J'ai pas d'infos sur ça. De plus en plus en IRM, on essaye de faire les mesures d'IRM en corrigeant à la fois l'influence de la fréquence cardiaque et de
la fréquence respiratoire, mais voilà, j'ai pas vu d'autres choses que ça. Alors, une autre question. Alors, je précise aux participants que j'essaye de garder les questions pour le sommeil pour la suite, parce que Philippe va nous parler du sommeil, donc peut-être que ça répondra à certaines des questions. On a une autre question, puisque vous nous avez indiqué que finalement les toxines pouvaient sortir par le nez, et donc Nicole se demande, est-ce que l'inverse est vrai? Est-ce qu'elles pourraient rentrer par le nez? Alors, je pense pas qu'on peut pas l'exclure. Il y a des techniques de biologie moléculaire qui sont utilisées, par exemple, pour faire exprimer des protéines en utilisant des injections nasales d'ADN. Donc, on a bien la preuve que ça peut rentrer. Après, si la question c'est est-ce que des toxines ambiantes peuvent rentrer dans le cerveau, je dirais plutôt non. Est-ce qu'elle peut influencer le fonctionnement cérébral? Je dirais sûrement oui. Désolé, c'est encore normand, mais heureusement, il y a des filtres pour pas que ces substances aillent directement dans le cerveau, incluant un grand nombre de barrières qui protègent le cerveau, les méninges, le LCR, la dure-mère, etc. Alors, je vais prendre 2 questions supplémentaires et ensuite, je vous rappelle que tous les experts reviendront sur la scène pour qu'on puisse continuer la discussion. C'est juste pour ne pas être en retard sur l'événement. Alors, question d'Inès. Comment mesurez-vous la vitesse d'élimination d'A-bêta en IRM? Alors, les mesures ce que j'ai montré, en fait, ça n'a pas été fait en IRM. Ça a été fait en histologie où alors, on injecte en fait directement du peptide bêta-amyloïde. Il y a des études avec des formes solubles et des formes agrégées, fluorescentes. Et en fait, on regarde directement l'élimination de ces protéines en regardant la disparition de la fluorescence en histologie. Ça a également été fait en utilisant du peptide bêta-amyloïde radiomarqué à l'iode pour avoir quelque chose d'un peu plus quantitatif et fin. Il n'y a pas eu d'études directement en IRM. Ce qu'on mesure en IRM, ce que j'ai montré, encore c'était des animations, c'était la possibilité de mesurer ces flux de LCR, visualiser la diffusion du LCR en injectant des agents de contraste. Et l'élimination des protéines toxiques, potentiellement, ça a été fait en histologie, soit avec ou en comptage radioactif, mais sur des prélèvements tissulaires. D'accord. Dernière question de Marie-Claude, notre intervenante de tout à l'heure. Question très générale. Quel serait le rôle du système lymphatique cérébral récemment décrit? Alors, donc, si on veut, je m'amuse des fois à dire ça aux étudiants, si on veut être un peu finaliste, alors il faut faire attention quand on est finaliste, mais on peut se poser la question de à quoi sert le sommeil en général. On peut même se poser la question, est-ce que c'est vraiment utile de dormir? On peut penser que pour pas mal d'organes, en fait, il n'y a pas de grande différence entre dormir et pas dormir. Donc, on peut se poser la question, est-ce que la finalité de dormir, c'est ce lavage de cerveau et ces flux, augmenter ces flux de LCR, à la fois peut-être directement liés à la position et puis forcément certaines ondes du sommeil qui mettent peut-être en résonance le cerveau à un moment donné pour ces flux, favoriser ces flux de LCR. Alors, je fais toujours un truc un peu, pareil, c'est un peu finaliste, mais j'ai un peu mentionné, c'est les enfants, les jeunes enfants ont un cerveau très plastique, en plasticité de développement, et ils ont des flux de LCR relativement peu efficaces. Et peut-être que pour compenser ces flux de LCR peu efficaces, eh bien, ils dorment beaucoup. Et les enfants en bas âge dorment beaucoup. Et puis après, au cours du vieillissement, on est beaucoup plus âgé. Là, il y a des troubles du sommeil qui existent. Et il y a aussi des protéines qui s'accumulent. Et le fait que ce sommeil soit moins efficace, moins de drainage, et peut-être favoriser les accumulations de protéines toxines.
voilà, c'est un peu finaliste ce que je viens de dire, et en général, je dis qu'on peut se poser la question du chat qui dort quasiment 24 heures sur 24, c'est qu'il doit vraiment sûrement avoir des flux de LCR peu efficaces. Mais il y a des études, en particulier dans mon unité, là, avec Gaël Chettelat et Géraldine Roche, qui essayent de voir des liens entre efficacité du liquide céphalorachidien, drainage, vieillissement cérébral et par exemple la méditation. Et voir si la méditation peut impacter les flux de LCR et donc influer directement le bon vieillissement cérébral. Merci beaucoup, Denis. C'est très, très clair. On a appris énormément de choses sur effectivement ce système qui nous permet d'éliminer. On a parlé du sommeil. Et maintenant, Philippe va rentrer un peu plus dans le détail justement des bénéfices de ce sommeil pour l'élimination des protéines. Denis, on se retrouvera tout à l'heure pour la dernière partie de l'événement avec les questions en commun. Merci Magali. Je vais probablement répondre à quelques questions du chat qui passaient. Juste un petit point pour Gilles qui demandait quid du remède AL001 aux États-Unis. Actuellement, à ma connaissance, il est en essai dans la démence frontotemporale, qui est une forme de démence particulière. Parce qu'on parle toujours des maladies d'Alzheimer et maladies apparentées. Et il y a justement à Lille un congrès actuellement consacré, un congrès international consacré à ces troubles qui ressemblent à Alzheimer, mais qui ne sont pas des maladies d'Alzheimer. On va donc revenir, et je remercie énormément Denis, j'espère qu'il nous excusera pour les problèmes techniques. Vous savez qu'on n'est pas dans nos locaux habituels en ce moment, qui sont intervenus aujourd'hui. Mais néanmoins, la présentation était extrêmement claire et je reviens là-dessus, montre un mécanisme extrêmement important finalement, de l'importance du sommeil, en particulier dans ce contexte. Alors, pourquoi est-ce que le sommeil est essentiel au bon fonctionnement de notre cerveau ? Eh bien, il permet de récupérer de l'activité permanente de notre cerveau. Notre cerveau fonctionne 24 heures sur 24. Denis l'a dit il y a quelques instants, il ne s'arrête jamais vraiment. Et donc, il est important qu'il y ait ces phases où les ondes qui traversent le cerveau changent de nature, changent de formation et permettent justement, maintenant on en a une preuve évidente avec ce système G-lymphatique, permettent justement d'éliminer un certain nombre d'éléments toxiques de notre cerveau. Alors pourquoi également c'est important le sommeil est important ? Dans une journée quotidienne, vous êtes assailli par des milliers et des milliers d'informations. Certaines vont retenir votre attention, d'autres non. Et finalement, après cette journée, une bonne nuit de sommeil va vous permettre, pour ceux qui vous ont le plus marqué, ceux qui sont les plus importants, de les graver dans votre cerveau de manière quasi permanente. On conseille, vous le savez, aux enfants ou aux étudiants, une fois qu'ils ont travaillé sur une longue journée, d'éviter de se jeter sur leurs jeux vidéo, leurs tablettes ou sur leurs réseaux sociaux, et d'aller se coucher pas trop tard. Alors, ce n'est pas juste parce qu'on veut les embêter, mais c'est parce que par rapport à quelqu'un qui apprend, ça va venir fixer les souvenirs. Donc, c'est une autre aussi bonne raison d'avoir le sommeil le plus équilibré et le plus régulier. À l'inverse, si vous dormez mal, alors bon, si ça peut arriver à tout le monde d'avoir une nuit blanche, de mal dormir une nuit, mais en général, la dette de sommeil qui en découle est récupérée assez rapidement dans les 48 à 72 heures. Le problème, c'est de mal dormir de manière prolongée. Ou alors mal dormir pour des raisons qu'on va dire professionnelles. On parlait il y a quelques instants du travail posté, c'est-à-dire en 3 temps la plupart du temps, tout au long de la journée. On sait que ce travail posté, si les gens le pratiquent trop longtemps et trop souvent, pose un certain nombre de problèmes de santé, que ce soit sur le plan cardiovasculaire, mais aussi apparemment sur le plan cérébral. Donc mal dormir de manière prolongée, c'est quoi ? Ça vous crée des problèmes d'attention, vous êtes moins attentif, vous avez plus de mal à vous concentrer. Et ce qu'il faut savoir, c'est que attention, concentration, et en général on dit répétition, c'est quand même la clé de la mémorisation. Donc vous allez avoir également des problèmes de mémorisation. Et finalement, vous allez être beaucoup moins habile, vous allez avoir des problèmes dans la réalisation de vos tâches, surtout les tâches les plus complexes. Et dernier point, ce que l'on voit chez les patients atteints de maladies d'Alzheimer et de maladies apparentées, c'est qu'ils ont des troubles du sommeil. Alors, c'est toujours la même chose. Est-ce que les troubles précédaient la maladie ou est-ce que la maladie a amené ces troubles ? Mais dans tous les cas, ça crée un cercle vicieux. Vous avez vu que
le sommeil est très lié à l'élimination de ces protéines toxiques, que ces protéines qui s'accumulent dans le cerveau entraînent justement, sont à l'origine du démarrage de cette maladie. Et vous voyez qu'on rentre dans un cercle vicieux, c'est-à-dire on dort mal, les protéines s'accumulent. Si le terrain est là, la maladie d'Alzheimer se développe, la maladie d'Alzheimer entraîne des troubles du sommeil qui eux-mêmes et ainsi de suite, et on rentre dans un cercle vicieux. Donc il est vraiment essentiel de respecter son sommeil. Il ne faut pas croire que c'est quelque chose d'inutile et que c'est parce que vous restez plus longtemps éveillé, vous allez mieux profiter. Non, vous avez besoin de dormir, même si votre cerveau, et c'est quelque chose qu'on sait depuis un certain temps, ne dort réellement jamais, il est toujours très actif. Alors la première opération d'intérêt de ce sommeil, c'est moi ce que j'appelle une opération nettoyage. L'idée, c'est éliminons les protéines toxiques. Et il y a eu un certain temps avant qu'on y arrive, c'est assez récent finalement cette description du système lymphatique dont a parlé Denis il y a quelques instants, le professeur Vivien il y a quelques instants. Vous savez qu'on a un système lymphatique, vous ne le savez peut-être pas. Il est assez mal connu, qui existe au niveau de l'ensemble du corps, et jusqu'à ces travaux de 2012, on n'avait pas décrit de système lymphatique pour le cerveau, pour l'élimination du cerveau, ce qui était très étonnant puisque c'est un système qui est bien utilisé à côté des voies habituelles, veineuses ou artérielles. On a un système lymphatique qui va éliminer un certain nombre de protéines de l'ensemble de notre corps. Alors, la plupart du temps, quand est-ce qu'on le rencontre? C'est dans une maladie dont vous avez peut-être entendu parler, qui est souvent associée à des parasites, qu'on appelle l'éléphantiasis. L'éléphantiasis, en fait, sont des gens qui ont d'énormes jambes, d'énormes bras à certains moments, souvent liés à ces infections parasitaires qu'on appelle des filarioses, des petits vers qui viennent se mettre dans le système lymphatique et le bouche. Et ce système lymphatique, à ce moment-là, voit qu'il n'y a plus de retour et les protéines s'accumulent et les flux s'accumulent et on a cette distension des tissus. Donc le système lymphatique existe bien, il existe dans tout notre corps. Maintenant, la grande découverte, c'est qu'il existe également au niveau de notre cerveau. Et c'est extrêmement important, je reviens là-dessus, pour cette élimination de nos protéines. Le deuxième élément qui est important, c'est qu'en fait, on le trouve ouvert pour justement éliminer ces protéines pendant notre sommeil. Et ça, c'est quelque chose qui a énormément aidé et donne des perspectives en matière de prévention et de traitement possible. Donc au total, pour éliminer ces protéines toxiques, il faut dormir avec un sommeil de bonne qualité suffisamment longtemps. Alors, il va revenir sur le suffisamment longtemps. Il y avait quelques questions dans le chat concernant combien de temps faut-il dormir. Et également la position. Alors, le professeur Denis Vivien a juste indiqué que lui, c'était sur le dos. Moi, j'ai retrouvé un papier de 2015 dans lequel, chez le rat, lorsqu'on mettait les rats sur le côté, l'élimination semblait plus efficace. Donc, voilà, il est important de dormir et peut-être, mais on n'a pas encore d'évidence chez l'homme de la façon dont il faut se positionner pour pouvoir mieux éliminer nos protéines toxiques. Donc vraiment, il est important d'avoir un sommeil et un sommeil naturel, on y reviendra dans quelques instants, pas nécessairement un sommeil induit par des médicaments. Alors, combien de temps faut-il dormir? Question très difficile. Et une des meilleures études, à ma connaissance, c'est un travail qui a été publié dans la revue Neurologie, une grande revue américaine de neurologie, en 2017. Qu'est-ce que Westwood et ses collaborateurs ont fait dans cette étude? Ils ont pris une enquête qu'on appelle une enquête prospective, c'est-à-dire qu'on prend des gens à un moment donné dans leur vie et on les suit, non pas 6 mois, 1 an, mais 2, 3, 4, 5, 10 ans. Aux États-Unis, en 1947, une petite ville du Massachusetts, près de Boston, qui s'appelle Framingham, le gouvernement américain a décidé de mettre en place ce type d'études en 1947. Ils ont commencé en 1947 et ils suivent toujours ces personnes. Alors bien sûr, ce n'est plus les mêmes, c'est 3 générations qui sont suivies dans ce petit village, qui ont des examens en permanence et qui ont été une source d'information absolument colossale pour les avancées de la compréhension des facteurs de risque en médecine. Par exemple, le cholestérol, qui est banal maintenant, avoir trop de cholestérol et trop de mauvais, vient de cette étude. Les problèmes de troubles du rythme cardiaque viennent de cette étude. Donc, énormément de choses. Donc, les Américains en question ont repris cette étude. Ils ont pris 2457 personnes au sein de cette étude, qui en contient un plus grand nombre, âgées d'environ 72 ans, avec à peu près 57% de femmes, quelque chose de tout à fait normal, et ils les ont divisés en 3 groupes. Ceux qui dormaient plus de 9 heures, ceux qui dormaient entre 9 heures et 6 heures, et ceux qui dormaient moins de 6 heures. Et ils ont regardé
au bout d'un certain temps, et vous voyez que la durée de suivi est indiquée en bas ici, en années, pendant plus de 10 ans, ils ont suivi l'ensemble de ces personnes et ils ont regardé au bout de ces 10 ans ceux qui développaient une maladie d'Alzheimer. Donc, ils ont pu calculer ce qu'on appelle un risque cumulé sur 10 ans de développer une maladie d'Alzheimer ou une maladie apparentée. Et ils ont ensuite comparé la fréquence et ce risque chez ceux qui dormaient moins de 9 heures, plus de 9 heures. Et on constate là en rouge que ceux qui dorment plus de 9 heures ont un risque qui s'élève beaucoup plus vite et beaucoup plus haut que ceux qui dorment moins de 9 heures. Donc ça, c'est pour un peu simplifier la présentation. 9 heures semble la limite. Il faut dormir moins de 9 heures. Alors ceux qui dorment moins de 6 heures, il existe des niveaux et des capacités qu'ont les gens à dormir plus ou moins longtemps. Il y a des petits dormeurs, il y a des gros dormeurs. C'est très probablement lié, et comme l'a évoqué là encore le professeur Vivien, si on regarde les enfants, à des capacités individuelles à pouvoir gérer probablement ces éliminations dans des temps plus ou moins rapides. Donc ceux qui généralement dorment peu, pour des raisons naturelles, pas qui dorment peu parce qu'ils ont des préoccupations ou un travail qui les oblige à dormir peu, ces personnes-là ont un risque en général par rapport à des gens qui dorment à peu près 9 heures, un peu inférieur à dormir. Mais ce sont des gens qu'on appelle des petits dormeurs, dont le système physiologique fait qu'ils dorment très peu. Alors tout le monde les envie, mais voilà. Et les petits dormeurs envient ceux qui dorment plus longtemps. Mais il est clair que dormir moins de 9 heures est la limite qu'il faut s'appliquer si réellement on réduit le risque. Et le risque est divisé quasiment par 3 par rapport à ceux qui dorment moins de 9 heures, de ceux qui dorment plus de 9 heures. Donc ça répond à une des questions qui demandait combien de temps faut-il dormir. Et là, je parle bien de sommeil naturel et pas de sommeil induit. Alors maintenant, on va prendre un petit aspect pratique. On va faire un petit point sommeil. Il existe différents questionnaires. Alors, vous retrouverez ce questionnaire quand il sera mis en ligne avec la conférence. Donc, il y a plusieurs éléments qu'il faut voir dans la qualité de son sommeil. Il faut tout d'abord estimer la sévérité actuelle de vos difficultés de sommeil. Est-ce que ce sont des difficultés que vous avez pour vous endormir? Est-ce que ce sont des difficultés à rester endormi, c'est-à-dire que vous vous réveillez fréquemment au milieu de la nuit? Est-ce que vous vous réveillez trop tôt le matin? Et vous voyez qu'à chaque fois, vous répondez de manière qualitative en disant non, je n'ai pas de difficulté à m'endormir ou alors j'ai des difficultés très importantes, et ainsi de suite. Donc, vous répondez à ce questionnaire et à chaque fois que vous répondez à une question, vous regardez si par exemple vous avez mis très importante pour les difficultés à vous endormir, vous comptez 4 points. Si par exemple vous étiez moyenne par rapport à rester endormi, vous comptez 3 points et vous additionnez les sommes de toutes ces questions. Ça, c'est pour la sévérité perçue de votre difficulté à dormir. La deuxième question, c'est jusqu'à quel point êtes-vous satisfait de votre sommeil? Peut-être que vous avez l'impression de ne pas dormir, mais finalement, vous êtes bien reposé. Est-ce que vous en êtes finalement satisfait, pas satisfait, neutre? Même chose, vous regardez les points que ça vous apporte. Jusqu'à quel point considérez-vous que vos difficultés de sommeil perturbent votre fonctionnement quotidien? C'est-à-dire, qu'est-ce que ça a un impact sur votre vie quotidienne et sur votre vie sociale? Troubles, fatigue, concentration, mémoire, humeur. Et ensuite, à quel point vous considérez que vos difficultés de sommeil sont apparentes pour les autres et qu'elles détériorent la qualité de vos relations? C'est-à-dire que les gens s'aperçoivent que vous avez l'air moins vif, endormi. Est-ce que vous avez l'impression que ça vous perturbe dans votre vie quotidienne? Et enfin, jusqu'à quel point êtes-vous inquiète ou préoccupé à propos de vos difficultés de sommeil? Beaucoup, légèrement. Vous faites la somme et vous pouvez aller jusqu'à un score de 28. Vous voyez que si vous avez entre 0 et 7, vous n'avez pas d'insomnie. Si vous avez entre 8 et 14, vous avez une insomnie légère. À partir de 15, on parle d'insomnie modérée. Mais attention, ce n'est pas parce que vous faites ce test que vous trouvez une insomnie modérée qu'il faut aller fouiller dans votre armoire à pharmacie les vieux anxiolytiques ou les vieux somnifères qui traînent pour les prendre pour essayer d'améliorer votre sommeil. Les sommeils qui sont apportés par ces anxiolytiques ou ces antidépresseurs ou ces entre guillemets somnifères au sens large n'ont pas du tout la même qualité que le sommeil naturel. Ils sont importants lorsqu'on a un trouble qui nécessite leur prise, c'est-à-dire des troubles anxieux ou alors des troubles dépressifs, oui, pendant des temps limités et sous contrôle médical, jamais en automédication, c'est vraiment très important. Donc si vous trouvez entre 15 et 21 avec une insomnie modérée, la meilleure chose à faire, c'est d'en parler à votre médecin. Alors encore, vous allez me dire, faut-il en trouver? Mais si vous avez un médecin, si vous avez la chance d'avoir un médecin, c'est avec lui qu'il faut discuter. Parce que souvent, l'insomnie
il faut analyser d'où elle vient, il faut essayer de comprendre. Donc, une fois que vous avez fait votre petit bilan comme ça, ce qui est important, c'est que vous trouviez un spécialiste qui puisse vous aider à comprendre d'où vient cette insomnie. Et bien sûr, si vous avez une insomnie sévère, là, généralement, on va voir son médecin. Donc voilà, ça par rapport à la qualité de votre sommeil, c'est important de faire un petit point. Et vous voyez qu'il y a des questions qui sont un peu objectives, c'est-à-dire par rapport à la durée de votre sommeil, mais également subjectives. Être préoccupé de ces difficultés de sommeil induit également une difficulté de sommeil. Il n'y a pas pire que quand on veut aller se dormir, qu'on n'arrive pas à dormir, et plus on s'énerve parce qu'on ne dort pas, et moins on dort. Alors, autre élément qui est important au-delà du sommeil, sur lequel je voudrais venir, c'est les ronflements. Alors, j'ai l'habitude de dire que les ronflements ne sont pas gênants que pour la personne qui est à vos côtés dans votre sommeil. Ils sont aussi très gênants pour vous. Et il y avait d'ailleurs quelques questions dans le chat à ce propos, et on va y revenir dans quelques instants. Alors, les ronflements ne sont pas gênants que pour votre conjoint. Pourquoi? Parce que ronfler, ça arrive à tout le monde. Mais quand on ronfle, certaines personnes, en gros, à partir de 40 ans, on commence, tout le monde ronfle. À partir de 40 ans, je vous rassure, donc il n'y a pas de jaloux. Les hommes, les femmes, tout le monde ronfle. Chez les plus jeunes, on a des troubles du sommeil et des ronflements qui sont liés à des problèmes de morphologie. En particulier, ce sont les tissus qui sont au fond de votre gorge qui se mettent à vibrer lorsque l'air passe, pas juste parce que votre nez est bouché, c'est là à ce niveau-là. C'est souvent des personnes qui sont en surcharge pondérale, mais vous pouvez très bien être maigre et ronfler de manière extrêmement importante. Alors finalement, le ronflement, à part gêner le voisin, si c'était ça, c'est pas tellement un problème. Sauf que c'est un problème pour celui qui ronfle, au moins dans 25% des cas chez les hommes et 15% chez les femmes. Pourquoi? Parce que ces ronflements, qui sont liés à une obstruction passagère des voies respiratoires, des fois amènent des suspensions de la respiration. Et ces suspensions, quand elles durent plus de 10 secondes, on parle de pause respiratoire. Et lorsque l'on fait en général un certain nombre de pauses respiratoires toutes les heures, on dit en général plus de 15, on commence à avoir des soucis de santé qui vont se répercuter sur plusieurs appareils. Alors, le système est simple. Quand vous endormez et que vous voyez que la personne qui est à côté de vous se met à ronfler, généralement, ça ne vous aide pas à vous endormir, mais si vous voulez l'aider, ce que vous pouvez faire, c'est bien écouter son ronflement. Parce que vous verrez qu'à certains moments, le ronflement s'arrête. Alors là, vous comptez à peu près 1 seconde ou 10 secondes et vous vous rendez compte que si cette pause respiratoire dure plus de 10 secondes et qu'elle se répète de manière assez fréquente, il faut conseiller à votre conjoint d'aller faire un examen particulier qu'on appelle un examen polysomnographique. Alors vous savez, il existe aujourd'hui des petites montres, que ce soit les montres du système Apple ou les montres du système des autres systèmes, qui sont capables d'enregistrer les phases de votre sommeil, de mesurer votre saturation en oxygène, de mesurer votre fréquence cardiaque et de le déterminer de manière assez concrète. Mais ce n'est que juste une sensibilisation. À un moment, il faut aller voir un médecin, il faut aller voir un spécialiste du sommeil, et on va voir que c'est important, ce n'est pas juste parce que c'est gênant, mais c'est parce que ça a des conséquences. Lorsque votre respiration se suspend pendant plus de 10 secondes, plus de 15 fois par heure dans une nuit, à ce moment-là, on commence à avoir un certain nombre de troubles vasculaires d'abord. Ça entraîne ce qu'on appelle une hypertension artérielle. Les gens qui ont ce type de ronflement avec pause ont une hypertension artérielle. À côté de ça, vous avez également des signes fonctionnels. Le matin, vous levez, vous avez mal à la tête. Dans la journée, vous avez tendance à vous endormir assez facilement. Si par exemple, pendant quelques instants, vous restez inactif dans un bouchon dans votre voiture, vous avez tendance à piquer du nez et à vous endormir. Si au cours d'une conversation au téléphone, vous avez tendance à vous endormir, ce sont des signes, là encore, qui vont démontrer que ces ronflements sont gênants. Alors l'hypertension artérielle, elle va avoir un certain nombre de problèmes sur le cœur, sur le système cardiaque, c'est un facteur de risque de maladies cardiovasculaires, et surtout, ces suspensions, ces pauses, dans la mesure où votre oxygénation va être moins bonne, au-delà d'entraîner une résistance de vos vaisseaux et cette hypertension, elle va entraîner une hypooxygénation de votre cerveau également, élément qui va avoir un impact sur le fonctionnement à moyen terme et à long terme de vos neurones qui pourrait accélérer l'apparition des premiers symptômes. Alors, il y a une étude qui a été faite à New York par Osario et ses collaborateurs en 2015, où alors ils ont pris des gens qui ronflaient avec des pauses et ils les ont séparés en 2 groupes. Et dans un groupe, ils ont
ils les ont mis sous des systèmes qui permettent de lutter contre ces pauses. Alors, ce sont des systèmes qui soit repositionnent votre mandibule, soit vous injectent de l'air sous pression au moment où vous mettez en pause pour vous empêcher cette désaturation de votre sang. Et ils les ont suivis, là encore, pendant près d'une dizaine d'années. Et ils se sont rendus compte que ceux qui n'étaient pas corrigés de leur ronflement et de leur pause respiratoire développaient plutôt une maladie d'Alzheimer s'ils devaient la développer. En général, entre 3 et 10 ans plus tôt. En revanche, ceux qui présentaient ces pauses, eux, la développaient avec la même fréquence que dans la population générale, même s'ils n'avaient pas fait ces pauses. Donc, vous voyez que c'est un élément qui est important de pouvoir prendre en charge ces ronflements. Et là encore, c'est un système global. On voit que l'élément central, comme l'a très bien présenté le professeur Vivien, c'est justement cette question d'éliminer ces protéines. Et pour éliminer ces protéines, il faut se mettre dans les meilleures conditions, c'est-à-dire des bonnes conditions de sommeil, des bonnes conditions de vascularisation, et donc faire en sorte que tout cet environnement qui permet de réduire finalement le risque en éliminant plus rapidement et plus efficacement ces protéines soit le meilleur outil possible de lutte. Et attention, on parle toujours de sommeil naturel. Le sommeil induit va vous mettre dans un état qui n'est pas... Alors, il est proche, subjectivement, vous avez l'impression de dormir, mais la qualité de votre sommeil est différente. Les ondes qui parcourent votre cerveau pendant votre sommeil sont également différentes. Donc, là encore, si vous avez des troubles du sommeil, si vous avez des insomnies modérées, parlez-en à votre médecin. Et en effet, toutes les techniques qu'on évoquait précédemment, de respiration profonde, du yoga, également de méditation, et le professeur Denis Vivien, qui est à Caen avec également l'équipe de Gaël Chetla, ont mis en place des études pour savoir comment la méditation, chez les méditants professionnels, entre guillemets, les méditants qui ont l'habitude de le faire, pouvait modifier les structures cérébrales et justement améliorer le fonctionnement cérébral. Donc voilà, je vous remercie de votre attention et prêt à prendre vos questions. Merci beaucoup Philippe. Effectivement, tu as précisé énormément de choses par rapport aux problématiques liées au sommeil. Il reste malgré tout plusieurs questions. Donc tu as terminé sur les pauses. Il y a aussi l'apnée du sommeil qui est ça qu'on appelle. C'est ça que alors, les pauses, c'est l'apnée du sommeil. Hein. C'est ce qu'on appelle le syndrome d'apnée du sommeil. Tout à fait. Une question a été posée par rapport au fait d'être équipé. Donc, une fois qu'on est équipé, est-ce qu'il y a des preuves scientifiques que cet équipement permet l'élimination des protéines? Alors, ça, il faudrait demander à Denis. Moi, je n'ai pas vu de travail là-dessus. Une fois qu'on est équipé, le risque global diminue. La pression artérielle se stabilise. Les symptômes subjectifs que j'évoquais disparaissent. C'est-à-dire que cette sensation de fatigue permanente, de brouillard mental qu'on a généralement quand on a ce genre de troubles, disparaissent. Maintenant, sur les impacts à long terme, en particulier, on pourrait imaginer une imagerie, alors bien sûr dans la journée, ou peut-être la nuit. Donc je ne sais pas, ça il faut demander à Denis sur ce point s'il y a des informations. Moi, je n'ai pas encore trouvé de choses là-dessus. C'est assez récent, hein, ça fait 5 à 7 ans qu'on connaît l'impact de ces apnées du sommeil qu'on a d'abord développé dans le monde cardiovasculaire. On s'est rendu compte que ceux qui faisaient des apnées du sommeil, les cardiologues disaient, je débouche plus souvent les artères coronaires de patients qui ronflent que de patients qui ne ronflent pas. C'est parti de là l'histoire. Et on s'est rendu compte qu'en effet, ces pauses entraînaient tout un mécanisme de ce côté-là. Alors, tu nous as parlé tout à l'heure de l'importance, des effets de la durée du sommeil, plus ou moins 9 heures. Mais en fait, se pose la question de est-ce qu'il s'agit de 9 heures d'une traite ou est-ce qu'on considère que les bénéfices du sommeil sont les mêmes lorsqu'il y a, par exemple, 6 heures dans une nuit, mais qu'on dort 3 heures dans la journée ou est-ce que c'est une question aussi de... Non, alors ça, c'était le sommeil nocturne, hein. Ce n'était pas les siestes. Puisque souvent, les gens qui font des siestes sont des gens qui ronflent, qui ont souvent des petites apnées du sommeil, ceux qui ont la sieste facile. Il y a deux types de siestes. Il y a une sieste qui va durer un quart d'heure, que ceux qui ont l'habitude de travailler de manière intense connaissent bien, parce que ça va permettre justement une récupération, mais il ne faut pas qu'elle excède 15 à 20 minutes. Dès qu'une sieste, quand vous passez en mode sommeil profond au cours d'une sieste, là, c'est en général
pas utile par rapport à ce qu'on a évoqué. Souvent, on se réveille difficilement. Après, on a du mal à se rendormir. C'est assez compliqué. Mais en effet, les siestes sont utiles, ce qu'on appelle la sieste postprandiale, juste après manger. Mais il ne faut pas qu'elle dépasse 15 à 20 minutes. Vous mettez votre montre ou votre réveil sur 15 à 20 minutes et vous arrêtez immédiatement de dormir. Vous ne continuez pas, parce qu'on a souvent tendance à continuer. Et là, dans l'étude, c'était en fait les sommeils nocturnes, tout à fait. Ok. Question qui avait été posée par Daniel sur la vasomotion. Donc, est-ce que la vasomotion, du coup, a un effet sur l'élimination des protéines? Et ce qu'il voulait dire par là, c'était l'augmentation du volume de circulation du sang dans l'ensemble de l'organisme et donc l'oxygénation de manière évidemment indirecte. Est-ce que parce qu'on y a... Alors, ça, il faudrait demander. Alors, ce qui est clair, c'est que l'oxygénation a un impact sur le système vasculaire, en particulier sur le système vasculaire cérébral, parce qu'il y a des liens entre accidents vasculaires cérébraux, troubles des fonctions cognitives et intellectuelles. Maintenant, je n'ai pas la réponse, savoir si cette variation sanguine modifie l'élimination. Peut-être que Denis peut répondre. Si vous pouvez monter, si tu peux monter sur la scène et que tu as une réponse, voilà, n'hésite pas. Alors, en attendant que Denis nous rejoigne, une autre question sur le bâillement. Voilà, Est-ce voilà que le Denis. bâillement est important? Denis. Oui, alors en fait, j'étais en train de répondre. Il y a une étude qui montre qu'en histologie, si on prend le diamètre global, espace lumière vasculaire plus espace périvasculaire, il est constant. Et en fait, plus il y a de vasodilatation de l'espace vasculaire, plus ça réduit l'espace pour le LCR périvasculaire. Et donc ça expliquerait pourquoi la pulsatilité artérielle en fait conduit ces flux de LCR, puisqu'en fait ça pousse les espaces. Du coup, on peut penser que s'il y a des modifications du volume sanguin, il va y avoir des modifications des vasodilatations, vasoconstrictions qui vont être différentes, et ça va directement influencer les flux de LCR. Mais ce que tu dis, donc, c'est que plus la pulsatilité est importante, plus l'élimination est forte, parce qu'il y a un effet d'aspiration indirecte, c'est ça? Plus la pulsatilité est enfin, en gros, c'est la pulsatilité qui contrôle, en fait, qui est le moteur des flux. Alors après, plus la pulsatilité, enfin, on peut imaginer que plus la pulsatilité est importante, plus les flux dans les espaces vasculaires vont être rapides, et donc du coup, la diffusion dans le parenchyme, elle moins efficace. va être l'inverse, va être affectée. Donc, pas une réponse aussi claire, je pense. En tout cas, il y a un lien direct entre le volume sanguin et le volume disponible dans ces espaces périvasculaires. Ça s'explique bien mécaniquement, tout à fait. Merci Denis. Oui, non, je disais, on va prendre une dernière question. Est-ce que le bâillement est important pour l'élimination des protéines? Alors, le bâillement, c'est un grand mystère. C'est un grand mystère de la physiologie humaine. Voilà, bâiller, c'est contagieux. Bâiller, ça détend. Moi, je n'ai pas la réponse là-dessus. Je ne sais pas s'il y a des études. Il y a des spécialistes du bâillement qui travaillent dessus. Je n'ai pas la réponse. On voit également des bâillements chez des gens qui, malheureusement, ne sont plus conscients depuis un certain temps. Voilà, je n'ai pas de réponse. Peut-être que là encore, Denis ou Marie-Claude peuvent apporter une réponse. Mais je ne sais pas. Ça reste une énigme de la physiologie humaine, tout à fait. Merci beaucoup Philippe. Donc je vais appeler maintenant Marie-Claude justement pour prendre la suite. Et Marie-Claude va nous parler des dépôts amyloïdes dans les vaisseaux. Marie-Claude, si tu veux bien nous retrouver. Hello, est-ce que vous m'entendez? Parfait. D'accord. Donc moi, je ne vais pas vous parler d'élimination, mais d'accumulation de protéines amyloïdes dans la maladie d'Alzheimer. Et je vais vous parler de la particularité de ces dépôts amyloïdes dans les vaisseaux cérébraux. Alors, je crois que je peux avancer toute seule, oui. Voilà. Juste un petit rappel. Donc, vous devez savoir depuis quelque temps, depuis ces webinaires, que dans le cerveau des patients atteints de maladie d'Alzheimer, il y a des dépôts d'amyloïdes, ce qu'on appelle les lésions amyloïdes. Et est-ce que vous voyez ma flèche? Peut-être pas. Enfin, en tous les cas, ce que vous voyez en...
Non, malheureusement, Marie-Claude, en fait, on peut pas, Très bien. on peut pas voir la flèche. Vous voyez sur l'image de gauche des dépôts marrons, et c'est ce qu'on appelle les plaques amyloïdes, les plaques séniles, et elles sont à l'extérieur des cellules, elles sont extracellulaires. Et vous voyez la petite flèche noire qui indique ce qu'on appelle le cœur dense de la plaque amyloïde, ce sont des dépôts très denses de peptides amyloïdes. Et sur cette image, donc vous voyez le noyau des cellules qui est coloré en violet, et donc vous voyez bien que les plaques sont en dehors des cellules. Et ces peptides amyloïdes, ils proviennent de la molécule, à droite, vous voyez APP pour amyloïde précurseur protéine, donc c'est la protéine qui est précurseur de l'amyloïde, qui est mutée dans des formes familiales de la maladie d'Alzheimer. Et cette protéine, c'est une protéine transmembranaire. Donc vous voyez la partie verte correspond au peptide amyloïde, et vous voyez que cette protéine traverse la membrane qui est ici représentée en violet. Donc, ces peptides A-bêta proviennent de cette protéine précurseur de l'amyloïde. Alors, donc, les dépôts amyloïdes se retrouvent en extracellulaire, forment les plaques séniles et se retrouvent dans le parenchyme, donc en dehors des cellules, dans le cerveau, mais on en trouve aussi dans les vaisseaux. Et donc, vous voyez ce petit cerveau avec tout le circuit des vaisseaux, et donc les vaisseaux contiennent, c'est à la fois des artérioles, hein, et tout ce qui est plutôt artère-artériole, qui est entouré d'une paroi de muscles lisses, hein, ce qui fait que c'est des parties qui se contractent. Et vous avez donc ensuite les artérioles et puis ensuite les vaisseaux sanguins. Et vous voyez donc une coupe de vaisseaux sanguins. Donc au centre, ce qui est rouge, c'est la circulation du sang. Vous voyez ensuite du rose. Là, c'est une couche de cellules endothéliales. On va les retrouver un peu plus tard. Ensuite, en marron, c'est ce qu'on appelle la lame basale. Et puis, vous voyez une couche de cellules plutôt orange qui s'appelle les péricytes. Et ensuite, ces cellules qu'on appelle les pieds d'astrocytes, hein, donc c'est les pieds des astrocytes qui sont des cellules astrocytaires, des cellules gliales. Et donc l'ensemble va former ce qu'on appelle cette barrière hématoméningée qui sépare la circulation du cerveau. Et dans la partie à droite, vous voyez, dans des cas de maladie d'Alzheimer, on a des dépôts de peptides amyloïdes en marron qui se retrouvent au niveau des vaisseaux sanguins. Donc, vous voyez, ce rond, c'est un vaisseau sanguin, et le marron, c'est des dépôts d'amyloïdes. Et ces dépôts d'amyloïdes, ils se retrouvent, vous le voyez dans le schéma du milieu, au niveau de la lame basale. Hein, c'est là qu'on les retrouve principalement. Mais on ne sait pas finalement si ces peptides, ils viennent du sang, de la circulation sanguine, s'ils viennent de cellules qui sont présentes localement, comme les cellules endothéliales, les péricytes, les astrocytes, ou alors si ce sont des peptides qui ont été produits par les neurones, qui étaient dans le parenchyme et qui se retrouvent, en franchissant les barrières, se retrouvent au niveau des vaisseaux. Donc ça reste encore quelque chose d'assez mal étudié, mal décrit de manière définitive. Donc dans les cerveaux, là vous voyez des coupes de cerveau de patients atteints de maladie d'Alzheimer, on définit 4 types de dépôts dans les vaisseaux et qui donnent ce qu'on appelle l'angiopathie amyloïde cérébrale qui va aboutir à des hémorragies cérébrales. Donc le type 1, vous voyez plein de dépôts dans le parenchyme, hein, c'est les images marron, et puis vous voyez donc ces gros cercles qui sont en fait des vaisseaux, des méninges qui sont sur la surface du cerveau. Donc ça c'est le type 1. Le type 2, on voit des dépôts dans les vaisseaux des méninges, mais aussi dans des artères qui sont pénétrantes, qui pénètrent dans le cerveau pour l'irriguer. Le type 3, là, on commence à avoir beaucoup plus de dépôts dans les vaisseaux et peu dans le parenchyme. Et le type 4, vous voyez, quasiment tout le marquage marron, c'est dans les vaisseaux. Et donc, quand est-ce qu'on retrouve principalement les dépôts dans les vaisseaux ou dans le parenchyme ? Il y a des différences majeures qu'on a étudiées dans le laboratoire. Donc, on a analysé des cerveaux post-mortem de personnes contrôle, healthy, de personnes avec la maladie d'Alzheimer AD sporadique, avec le Down syndrome, la trisomie 21, avec la trisomie 21 sans démence et avec démence, et puis des cas de duplication APP. Donc, pourquoi tous ces cas ? Parce qu'il est connu que les formes
génétiques de maladie d'Alzheimer avec des duplications de l'APP, le précurseur de l'amyloïde, ces formes-là donnent des hémorragies massives. Et vous le voyez ici, des dépôts d'A-bêta au niveau vasculaire principalement. Dans la trisomie 21, on a aussi 3 copies de l'APP, puisque l'APP est sur le chromosome 21. Par contre, dans la trisomie 21, on voit moins de dépôts vasculaires et plus de dépôts dans le parenchyme. Et là, on pourrait dire qu'il y a des gènes sur le chromosome 21 qui protègent de ces dépôts vasculaires. Et enfin, dans la maladie d'Alzheimer sporadique, principalement des dépôts dans le parenchyme et plus rarement dans les vaisseaux, mais quand même, certaines fois, on en retrouve dans les vaisseaux. Donc, il y a des différences majeures entre les cas de maladie d'Alzheimer. Alors, on s'est demandé finalement si les espèces moléculaires, des peptides A-bêta, dans le parenchyme et dans les vaisseaux étaient différentes. Donc, pour ça, on a extrait les peptides A-bêta de ces différents cerveaux de duplication APP, de trisomie 21, de maladie d'Alzheimer sporadique. Et on a essayé d'étudier tous les peptides A-bêta qu'on retrouvait. Alors, avant que je parle de ces peptides différents, un petit rappel. Vous voyez sur la partie à gauche la protéine APP, avec en rouge ce qui correspond au peptide A-bêta. Donc, je vous redis, c'est une protéine qui traverse les membranes, donc transmembranaire, et elle va être clivée d'abord par ce qu'on appelle la bêta-sécrétase, qui est ici représentée en violet. Donc, première coupure, et ensuite la gamma-sécrétase en vert, qui va libérer les peptides A-bêta. Donc, la première coupure de la gamma-sécrétase donne un peptide A-bêta qui a une taille de 48 acides aminés, ou 49. Et ensuite, ces peptides 48-49 vont être grignotés par cette gamma-sécrétase. Ils vont donner le 45, 42, 38, ou alors à partir du 49, le 46, 43, 40. Mais c'est important puisque certains de ces peptides vont s'agréger plus facilement que d'autres. Par exemple, on sait que le peptide A-bêta 42 s'agrège beaucoup plus facilement. Le 40, moins facilement dans le parenchyme. Donc, on a analysé les cerveaux et on a regardé par spectrométrie de masse, qui permet de regarder la masse de toutes les espèces moléculaires. Et donc, on peut, vous le voyez sur le tableau à gauche, on a la liste de tous les peptides, le 1,37, 1,38, 1,39, etc. Et vous voyez clairement que dans les duplications APP, on a beaucoup plus, plus c'est bleu foncé, plus il y en a. On a plus de peptides courts, du 37, 38, 39, 40, que dans les maladies sporadiques d'Alzheimer et dans la trisomie 21. Donc là, on a une différence qui est assez importante. Alors évidemment, on part d'homogénats de cerveau. Donc dans ces homogénats de cerveau, on prend tout ce qu'il y a, c'est-à-dire les peptides A-bêta du parenchyme et des vaisseaux. Donc pour essayer de différencier de manière définitive, on a utilisé la technique de spectrométrie de masse, où on identifie exactement les molécules, mais sur des tissus. Et donc là, vous voyez, c'est des expériences très récentes qu'on a réalisées dans le laboratoire avec nos collaborateurs à l'université de Göteborg en Suède. Donc vous voyez, en haut à gauche, c'est une coupe de cerveau d'une personne atteinte de maladie d'Alzheimer avec une duplication d'APP. Donc je vous rappelle, duplication d'APP, il y a beaucoup de dépôts dans les vaisseaux. Vous voyez l'espèce de zigouigoui noir, c'est un vaisseau du système des méninges. Et la partie à droite, vous voyez en rouge les dépôts d'A-bêta 40 et en vert 42. Et donc, c'est très clair, le 40 est dans les vaisseaux, le 42 est dans le parenchyme et il n'y a pas vraiment de recouvrement. Donc, on peut définir exactement les espèces moléculaires. Donc, on a vu du 40, mais aussi on a vu des peptides plus courts. Donc, la conclusion, on a des peptides plus courts dans les vaisseaux. On ne comprend pas toujours pourquoi, mais on essaye de trouver des solutions à ces questions. Et puis, la chose qu'on a faite très récemment aussi dans mon équipe, c'est finalement de se dire la première couche de cellules des vaisseaux, c'est les cellules endothéliales. Donc, c'est elles qui séparent la paroi du vaisseau de la circulation sanguine. Et donc, on s'est demandé si, dans les cas de duplication APP, ces cellules-là étaient altérées. Et puis aussi, est-ce que ces cellules-là peuvent fabriquer des peptides A-bêta?
Et donc, pour répondre à ces questions, on est parti d'un patient avec une duplication APP. On a pris des cellules sanguines de ce patient, on a reprogrammé ces cellules, on a fait ce qu'on appelle des IPS, des cellules pluripotentes, qu'on peut ensuite transformer en cellules endothéliales. Et vous voyez les images à gauche, en bas, de cellules endothéliales de ces dupes APP. Donc vous voyez en bleu les noyaux des cellules, et en vert, c'est les jonctions qu'il y a entre chaque cellule. Donc dans le bas, c'est les dupes APP, et dans le haut, c'est des cellules contrôle. On a remplacé la duplication APP, on a supprimé cette duplication pour avoir des cellules contrôle. Et donc on voit clairement des différences entre les cellules endothéliales. Et puis ce que vous voyez aussi, c'est qu'on a pu doser les peptides A-bêta 42, A-bêta 40. Les cellules endothéliales sécrètent ces peptides, donc il y a une production locale de cellules de peptides A-bêta au niveau des vaisseaux. Et évidemment, les cellules endothéliales du APP en sécrètent plus que les contrôles. Donc on sait maintenant qu'il y a une production locale de peptides A-bêta par les cellules endothéliales. Et finalement, pour terminer, donc quelques messages. Les dépôts amyloïdes dans les vaisseaux, ils vont perturber la barrière hémato-encéphalique, ils vont aboutir à des ruptures de cette barrière et à des hémorragies. Et les personnes qui ont ces duplications APP ont des hémorragies massives et meurent souvent de ces hémorragies. Les cellules endothéliales des vaisseaux produisent des peptides amyloïdes particuliers, qui sont plus courts. On essaye de comprendre pourquoi. Et on sait donc que ces dépôts dans les vaisseaux aboutissent à l'angiopathie amyloïde cérébrale et aux hémorragies cérébrales. Mais ce qu'on ne comprend pas toujours très bien, c'est ces dépôts amyloïdes dans les vaisseaux. Est-ce qu'ils proviennent de peptides A-bêta produits localement? Donc c'est la flèche verte qui est à l'intérieur des vaisseaux. Est-ce que c'est des peptides qui sont produits par les cellules neuronales ou dans la circulation et qui se retrouvent au niveau des vaisseaux? Donc, tout un tas de questions auxquelles on ne peut pas encore apporter de réponse définitive, mais sur lesquelles on travaille. Donc, cette barrière hématoméningée, le liquide céphalorachidien dont Denis vous parlait, qui est autour des vaisseaux, donc c'est une barrière, ce sont des liquides qui vont permettre d'éliminer les peptides toxiques, mais dans certains cas, ils continuent à s'accumuler dans le cerveau et ils continuent à s'accumuler au niveau des vaisseaux. Voilà, je m'arrêterai là, mais si vous avez des questions, évidemment, j'essaierai d'y répondre. Merci. Merci beaucoup, Marie-Claude, pour cette présentation. Alors, c'est très complexe, finalement, toutes ces différences entre le parenchyme, les vaisseaux. C'est pas simple. Et je voudrais te poser une question qui nous est arrivée de Véronique, qui est justement, non seulement c'est la complexité en fait de l'accumulation, elle est présente, et en plus, quand on considère la physiopathologie, c'est pas non plus simple de savoir à quel rythme cette accumulation va se faire. Et donc Véronique nous dit qu'elle a participé à un programme de recherche et elle a pu en fait, par une ponction lombaire, savoir qu'elle allait peut-être avoir des plaques amyloïdes. Et donc, elle nous dit qu'après 2 IRM et 2 PET scans amyloïdes ultérieurs, soit 2 ans plus tard, elle n'a toujours pas de plaques. Donc, qu'est-ce qui fait qu'on peut retrouver certains éléments dans les marqueurs qui sont utilisés et finalement, ça ne se traduira pas, en tout cas pas après quelques années, par la présence de plaques? Alors là, ce cas particulier est intéressant, mais il faut dire à la limite tant mieux qu'il n'y ait pas de dépôt de plaques dans le cerveau. Pourquoi on peut retrouver des peptides amyloïdes dans le liquide céphalorachidien et pas de plaques? Alors normalement, quand on commence à accumuler le peptide amyloïde sous forme de plaques, il y a plutôt une baisse donc, des peptides amyloïdes dans le liquide céphalorachidien. Donc là, dans ce cas particulier, il faudrait voir exactement quels sont les niveaux. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on n'est pas tous égaux pour ce qui est de la formation des plaques amyloïdes, puisque toute personne d'un certain âge commence à produire des peptides qui peuvent éventuellement se déposer.
Donc l'effet déclencheur du dépôt, il n'est pas encore exactement connu. Et c'est vrai qu'on peut très bien avoir des signes de peptides amyloïdes dans le liquide céphalorachidien sans avoir de dépôt de plaques. Et puis aussi, on peut avoir des plaques amyloïdes sans avoir de déclin cognitif. Il faut rappeler les études qui avaient été réalisées sur des centenaires, ici à la Salpêtrière par Charles Buchardt, qui avaient clairement montré que des personnes centenaires avaient de nombreux dépôts amyloïdes dans le cerveau, mais n'avaient pas de déclin cognitif. Donc, à nouveau, c'est l'association des plaques amyloïdes et des dépôts de protéines tau qui décrivent la maladie d'Alzheimer. Merci Marie-Claude. Une autre question par rapport à l'élimination, parce que tu nous as montré la différence entre les accumulations dans le parenchyme et dans les vaisseaux. Est-ce qu'il y a une différence est-ce que c'est plus facile d'éliminer les plaques, enfin l'amyloïde dans les vaisseaux que dans le parenchyme, ou est-ce qu'on se dit que finalement on ne sait pas, ou qu'est-ce qu'on sait de ça? On ne sait pas, je pense que ça n'a pas été encore étudié, puisque les formes, on a vraiment des formes qui sont très vasculaires, sont des formes génétiques assez rares. Donc j'ai parlé des duplications APP, mais il y a des formes où on a des mutations dans l'APP ou dans l'enzyme des présénilines, qui sont les principales protéines mutées. Dans ces cas particuliers, on ne sait pas exactement les différences d'élimination. Mais ce qui est clair, c'est qu'il y a des différences d'accumulation dans les vaisseaux par rapport à d'autres formes. Et là, c'est à nouveau, on ne comprend pas non plus encore exactement pourquoi. Donc, quand on aura mieux compris ces formes extrêmes, on aura peut-être une idée un peu plus précise aussi des formes sporadiques où il y a plus d'accumulation dans les vaisseaux et qui sont peut-être des maladies d'Alzheimer assez particulières. Ce qu'on peut repérer assez facilement par IRM, c'est les signes d'hémorragie. Donc, ça, c'est une chose qu'on peut voir aussi assez facilement par IRM. Une autre question qui est plus générale, Inès nous demande, est-ce qu'on peut parler de maladie d'Alzheimer avec uniquement une baisse d'A-bêta ou une augmentation de phospho-tau dans le LCR? C'est vraiment les deux qui définissent la maladie d'Alzheimer. Et je vois la suite de la question où on est là. Oui, exactement. Donc, les dosages sanguins, ils sont en pleine explosion, disons. Pourquoi? Parce qu'on a… Alors, évidemment, il y a moins de ces protéines dans le sang que dans le liquide céphalorachidien. Et donc, pour les détecter dans le sang, il faut des techniques plus sensibles. Et heureusement, donc, on a maintenant accès à des techniques beaucoup plus sensibles qui permettent de détecter ces peptides dans le sang. Mais pour l'instant, ça n'a pas encore été validé complètement comme biomarqueur, mais on détecte de nombreuses formes de phosphorylés de protéines tau et puis des marqueurs aussi de neurodégénérescence qui, je pense, bientôt vont permettre d'aider non seulement à la détection de la pathologie, mais aussi à l'évolution et au pronostic. Merci Marie-Claude. Je vais demander à Denis et Philippe de nous rejoindre puisqu'il nous reste 8 minutes pour reprendre quelques questions. Alors, on a parlé ce soir de l'élimination des protéines, principalement dans la maladie d'Alzheimer. Et en fait, on se demande qu'en est-il dans d'autres démences, et en particulier la démence à corps de Lévy. Est-ce qu'on peut dire que tout ce qu'on a dit ce soir, qui s'appliquait alors au niveau des flux du système lymphatique, au niveau des effets positifs du sommeil, est-ce que ce qui est vrai pour la maladie d'Alzheimer est vrai pour les démences, pour les maladies à corps de Lévy? Marie-Claude. Denis, je crois que là, je n'ai pas vraiment de réponse précise sur l'élimination. Là, vraiment, je ne pourrais pas vraiment répondre de manière précise. Ce qu'on peut dire, c'est que ce qu'on a montré, là, les études qui ont été faites pour l'élimination du peptide bêta-amyloïde, ça a été reproduit avec d'autres protéines ou d'autres peptides qui ont été injectés dans le cerveau. Donc, ça a été reproduit, par exemple, avec des dextrans, avec des protéines un peu artificielles, des structures un peu artificielles. Donc, globalement, ce système de drainage
Il n'est pas spécifique de l'élimination du peptide bêta-amyloïde. Il est vraisemblablement vrai pour plein d'autres composés ou déchets qui s'accumulent dans le cerveau. Donc, il n'y a pas de raison que ce ne soit pas vrai pour d'autres pathologies où il y a des protéines qui s'agrègent. Moi, je connais plutôt les serpinopathies. On peut penser que ce soit le même mécanisme. Ça n'a pas été montré clairement, mais en tout cas, ce système de drainage n'est pas spécifique du peptide bêta-amyloïde. Alors, Marie-Claude, tu nous as parlé de l'importance de la barrière hémato-encéphalique. Il y a une question de Daniel pour nous demander comment est-ce qu'on peut préserver sa barrière hémato-encéphalique. Comment peut-on préserver? Oui. Je peux t'aider si tu veux. Oui, tu peux parce que voilà, on sait que. Enfin, vas-y, peut-être je te laisse, Philippe. Moi, je crois que le problème de préserver, c'est la barrière hémato-encéphalique, c'est avec la boîte crânienne, les deux outils qui permettent de protéger le cerveau, d'un côté par l'extérieur, et puis de l'autre par l'intérieur. Et on sait que les deux ne sont pas absolument résistants. Je vais prendre juste l'exemple de la boîte crânienne. Les petits chocs répétés, on sait aujourd'hui, ou même les gros chocs répétés, on voit ça chez les joueurs de rugby, chez les joueurs de football américain, entraînent des lésions microscopiques qui, à la longue, augmentent le risque de manière significative de maladies neurodégénératives chez les boxeurs et autres. Donc, premier point, très très concret, portez des casques quand vous faites du vélo, quand vous faites de la trottinette, quand vous faites du ski. Et c'est souvent des petits coups répétés par rapport à des sports un peu violents. Bon, il faut absolument se protéger, mettre des protèges gencives, mettre des casques quand vous faites tout ça. Il ne faut pas les arrêter, ça fait partie de notre vie sociale. Du côté de la barrière hémato-encéphalique, il y a essentiellement 3 produits qui l'abîment à la longue. Le premier, c'est le tabac. Le tabac a une particularité, c'est qu'il va, par les problèmes vasculaires qu'il va entraîner, notamment abîmer cette barrière hémato-encéphalique. Le deuxième, c'est l'alcool. On sait que la prise d'alcool de manière un peu élevée, un peu fréquente, voire très fréquente, entraîne une reperméabilisation de cette barrière hémato-encéphalique et on voit souvent, y compris des virus, des bactéries, des protéines, repasser à l'intérieur du cerveau. Le dernier, ce sont tout ce qui est produit qui va rentrer dans le cerveau et en particulier, puisque c'est l'effet qu'on recherche, ce sont les drogues. Qu'elles soient douces, qu'elles ne soient pas douces, les drogues abîment le cerveau. On a maintenant des études extrêmement claires chez des jeunes adolescents qui consommaient du cannabis en particulier et qu'on retrouve 30 à 40 ans après avec des problèmes d'accumulation de toxiques dans le cerveau liés à cette fragilisation de la barrière hémato-encéphalique. Donc là, je pense que ce sont les 3 grands toxiques qui, à la longue, vont finir par abîmer. Alors, il vaut mieux arrêter complètement le tabac. Pour l'alcool, c'est également un rapport social. Tout le problème, c'est la dose, d'une manière générale, et la fréquence avec laquelle on le prend. Et de même, pour les drogues, moi j'ai l'habitude de dire, en tant que médecin et en tant qu'ancien neurologue, que voilà, il n'y a pas de drogue douce. Il y a des drogues qui vont abîmer le cerveau. Merci Philippe. On a une question qui sort complètement du sujet qu'on vient de traiter, mais qui est intéressante. On a parlé tout à l'heure de l'élimination et de où est-ce qu'on retrouvait ces protéines. Donc, on a parlé du nez, des larmes, et là, on se demande est-ce qu'on pourrait les retrouver dans les urines? Une partie du drainage via le système lymphatique va à un moment donné se retrouver dans le péritome. Donc, à un moment donné, il va bien falloir que ça s'élimine par quelque part. Donc, je pense que, après, c'est une question de quantité. Les quantités dans les urines ne sont pas suffisantes, mais il y a d'autres marqueurs que certaines sociétés de biomarqueurs essayent de développer dans les urines, mais qui seraient plus des marqueurs d'inflammation. Donc, pour l'instant, détecter la bêta ou tau dans les urines, ce n'est pas possible. Est-ce que c'est une question de quantité? Il faudrait le concentrer. C'est plus facile de le faire dans le sang. C'est assez facile de récupérer un échantillon sanguin, il n'en faut pas beaucoup. Donc finalement, je pense que ça va être la solution quand même la plus facile.
Alors, une dernière question, puisqu'on arrive proche de l'heure de fin d'événement. Est-ce qu'il est possible de mesurer l'élimination de la protéine Tau, puisqu'on a beaucoup parlé de l'amyloïde, mais est-ce qu'on peut faire ce parallèle avec la protéine Tau? Moi, dans ce que j'ai lu, j'ai pas vu d'études en lien entre le système lymphatique et la protéine Tau. Après, je pense que là aussi, comme disait Marie-Claude, c'est plutôt des histoires de niveau de détection qu'autre chose. Aussi, c'est une protéine qui se dépose à l'intérieur des cellules, donc est-ce que voilà, mais qu'on retrouve dans le liquide céphalorachidien, hein, ça c'est sûr. Maintenant, est-ce qu'il y en a suffisamment voilà, pour le détecter? On le détecte aussi dans le plasma, donc certaines formes phosphorynées, on les détecte dans le plasma. Merci beaucoup. Alors, il reste quelques petites questions dans l'onglet questions. Ce que l'on fait habituellement, c'est qu'en plus du replay, on diffuse la liste des questions avec les réponses par les experts. Donc, vous pourrez retrouver toutes les réponses à ces questions, à la fois celles qui ont été posées et celles qui restent sur le site internet. Et puis, je vous remercie parce que là, ce soir, ça a été une soirée particulièrement dynamique et hyper interactive. Et merci aux 3 experts pour la clarité des explications, la clarté des explications. Et c'est très intéressant de voir que finalement, sur une thématique que l'on aurait pu imaginer comme difficile d'accès, finalement, les réactions ont été multiples. Merci. Merci Magali, merci à tous, merci Marie-Claude, merci Denis, c'était vraiment passionnant, hein. On a tenu tout le monde assez tard, jusqu'à 7 heures, merci à vous, beaucoup de questions, ça ouvre des champs extrêmement importants. On se retrouve donc jeudi prochain, premier jeudi de mois qui sera le 1er décembre, et comme on arrive au moment des fêtes, on en profitera pour vous préparer un séminaire beaucoup plus interactif encore que ce qu'on a pu voir aujourd'hui, mais ça, on vous en parlera un petit peu plus tard. Donc, rendez-vous au 1er décembre, on aura, j'espère, une petite surprise à vous montrer pour Noël. Voilà, merci à tous. Bien sûr, tout ça repasse dès demain en replay sur YouTube. Les questions seront également éditées avec les réponses pour celles qui n'ont pas pu être traitées durant le webinaire. Et encore grand merci, très bonne soirée à tous. Je remercie encore nos experts. Je demande à Denis Vivien de bien vouloir nous excuser pour nos petits problèmes techniques, mais on promet que la prochaine fois, ça marchera mieux. Et voilà, très bonne soirée à tous. Merci Magali. Et bien sûr, on n'oublie pas Marion qui était à Lille également pour gérer l'ensemble des aspects techniques. Merci Marion. Au revoir, merci à vous.